Hello, hello. Petit message rapide avant le début de la vidéo. La vidéo sur Love Live Superstar saison 3 a été enregistrée en mars 2023. Ma voix a pas mal changé depuis, donc il se peut que vous la trouvez peut-être un peu différente par rapport aux autres vidéos que j'ai sorties il y a quelques temps. C'est juste pour vous prévenir, c'est qu'en détail, mais ça me paraissait important. Bonne vidéo à tous. Salut à tous, c'est Socha et j'ai récemment sorti une vidéo où je parlais de tous les animés que j'avais vus en 2024. Dans cette vidéo, je faisais juste une petite critique rapide de rien du tout, mais je me suis dit que ce serait bien aussi que je parle de certaines des séries abordées avec plus de détails. Il y en avait deux que je voulais aborder en détail. La première, c'est Love Live Superstar saison 3. Et oui, après avoir parlé des deux premières saisons, la troisième allait forcément passer par là. Surtout que c'est pas n'importe quoi cette troisième saison. Non seulement c'est la première fois qu'une génération de Love Live se fait en 3 saisons, et en plus de ça, c'est la dernière saison tout court, du moins pour l'instant. On n'a pas eu d'annonce de film ou de suite, même si ça se sent que c'est la fin. Bref, on commence petit à petit à boucler l'arc Liela. Et qu'est-ce qu'elle vaut, la conclusion de l'arc Liela? C'est ce qu'on va voir de suite. Déjà, petit rappel des événements des précédentes saisons. Love Live Superstar commence avec Kanon, une lycéenne qui vient d'entrer à Yuigaoka, un lycée spécialisé dans les arts de spectacle. Elle voulait y entrer en tant que membre de la section spéciale chant, mais a loupé son audition à cause d'une peur de chanter en public. Sauf qu'un jour, Keke, une fille venue de Chine pour étudier dans le même lycée qu'elle, l'entend chanter et est certaine qu'elle sera la mieux placée pour être dans son groupe d'idoles lycéennes. Ensuite, l'évolution de ce groupe qui s'agrandit avec Sumire, Shizato et Ren, que ce soit leurs obstacles, leurs réussites et leurs échecs. La première saison, je l'avais pas trop aimée, autant être honnête. Je la trouvais vraiment très répétitive par rapport aux événements des précédentes générations de Love Live, comme si l'anime ne voulait pas faire quelque chose de nouveau. Malgré tout, j'avais envie de laisser une deuxième chance et je l'ai fait en regardant la deuxième saison. À la fin de la saison 1, le groupe de Kanon, nommé Liela, a perdu le grand concours du Love Live. Mais les filles veulent pas se décourager et maintenant qu'elles sont en première, elles doivent se battre pour voir leur groupe réussir. Et elles ne sont plus 5 à se battre. 4 nouvelles membres se joignent à elles, Kinako, Shiki, Mei et Natsumi. Des nouvelles membres bien nécessaires pour réussir, surtout quand on a une rivale aussi redoutable que Margaret, qui ne compte pas les laisser gagner. Et clairement, la deuxième saison est bien meilleure par rapport à la première. J'avais adoré les chansons, la rivale passait vraiment pour une rivale, les personnages étaient super intéressants et j'aimais beaucoup comment la deuxième saison passait du temps à expliquer qu'être idol, c'était pas simple. Chose qu'on voit pas des masses dans les autres séries Love Live. Malgré tout, la saison était pas parfaite pour autant, et mon plus gros reproche, c'était sur la fin. En gros, à la fin de la saison 2, Kanon est contacté pour faire partie d'une école de chant en Autriche, le pays d'origine de Margaret. Après un moment d'hésitation, elle finit par accepter d'y aller, même si ça veut dire être loin de Liela et de ce qu'elle a construit au Japon. Alors qu'elle est sur le départ, on apprend que Margaret va rejoindre le lycée Yuigaoka et que l'inscription de Kanon est annulée. Autant dire que passer plusieurs épisodes sur un choix qui au final ne se concrétise même pas, ça m'avait moyen plu. Mais du coup, comment cette troisième saison rebondit sur tout ça? La saison commence sur une Kanon qui assume pas trop d'être à Yuigaoka alors qu'elle a dit à toutes ses amies qu'elle partirait. Elle se cache des membres de Liela, et essaie de comprendre pourquoi son projet de voyage n'est plus d'actualité. C'est là qu'on apprend que Margaret aussi se retrouve coincée à Yuigaoka contre sa volonté. Et pourquoi donc? Margaret doit apprendre à découvrir ce que sont les idoles scolaires et à quel point elles sont géniales après leur avoir manqué de respect, et c'est à Kanon de la guider dans tout ça. On va pas se mentir, je trouve le prétexte nul à chier. Imagine, t'es dans une équipe de basket au lycée, t'es le meilleur de tout le lycée, on t'offre une bourse pour étudier aux États-Unis et un jour faire partie d'une équipe de NBA, et à la fin on te dit que tout ça c'est annulé parce que tu dois être le prof particulier du nouveau de l'équipe de ton lycée. Bref, ça me plaît moyen et je peux pas m'empêcher de me dire qu'il y avait sans doute mieux comme prétexte pour justifier leur présence ici. En sachant tout ça, Margaret, elle se dit que c'est hors de question de faire partie de Liela et décide de fonder son propre groupe d'idoles. Kanon, qui veut voir comment Liela peut évoluer sans elle et qui veut aider Margaret, décide de rejoindre le groupe de Margaret. Petit à petit, elles sont rejointes par Tomari, la petite sœur de Natsumi, et c'est là qu'une rivalité s'installe entre les deux groupes d'idoles. Qui sera le meilleur groupe de Yuigaoka et surtout, lequel des deux groupes pourra participer au Love Live? Et autant j'ai pas trop aimé le prétexte de la présence de Margaret et Kanon, autant j'adore l'idée de deux groupes rivaux qui s'affrontent au sein du même lycée.
On va pas se mentir, on sait déjà comment ça va se finir à la fin de la série. Les deux groupes vont se rejoindre pour n'en faire qu'un seul. C'est assez prévisible, il y a qu'à voir les génériques de début et de fin. Mais même si c'est prévisible, j'aime bien l'idée, surtout que ça apporte pas mal de choses sympas. Le développement de personnages se concentre surtout sur le nouveau groupe, mais l'absence de Kanon allié là permet aussi de nouvelles choses plutôt sympas. Comme Kanon, le pilier du groupe, n'est plus là, il faut penser à de nouvelles manières de voir les choses pour le futur de Lila. Et c'est là que Shisato entre en scène. En tant que présidente du club, c'est à elle de penser à de nouvelles manières de faire briller ses camarades et de voir comment elle peut faire exister le groupe sans son ancien centre. Et clairement, le développement de personnages marche super bien dans cette saison. On va pas se mentir, je m'inquiétais un peu de la gestion de tout ça. Love Live, ça a toujours été une licence qui avait du mal à développer tous ces personnages à partir du moment où ils étaient trop nombreux. Forcément, passer de 5 personnages en première saison à 11 dans la dernière, il y avait de quoi s'inquiéter. Mais au final, c'est plutôt bien géré. On peut se dire que c'est un peu dommage que Shisato et Sumire aient pas autant de développement, mais comme elles en ont eu pas mal pendant les 2 premières saisons, ça passe. Ça laisse de la place pour les autres membres. Et la première à aborder, c'est sans doute Margaret. Autant dire qu'elle démarre fort. De base, c'est quand même une idole qui méprise les idoles. La saison, elle est là pour la faire apprendre à mieux connaître ce milieu et comprendre qu'il se vaut autant que n'importe quel milieu dans le chant. C'est plutôt intéressant en vrai. Margaret, de base, elle admire sa grande sœur qui fait partie d'une grande école de musique autrichienne. Forcément, quand t'es en milieu musical élitiste, tu t'en fiches un peu des petites idoles toutes kawaiinées, toutes cute. Mais on la voit apprendre aux côtés de Kanon et Toomari, et même si ce groupe est assez spécial, il a du potentiel et on voit qu'elle arrive à mieux comprendre les autres à ses côtés. On la voit petit à petit trouver une forme d'épanouissement dans ce loisir qu'elle trouve secondaire. Mais surtout, on la voit trouver une forme d'épanouissement en présence d'autres personnes. C'est surtout de Kanon, dont elle est la plus proche, bien entendu. Mais la voir petit à petit créer du lien avec les autres, c'est plutôt sympa, surtout en sachant que bon, les autres, elle l'aimaient pas trop au début avec son côté supérieur. C'est aussi assez mignon de voir son côté tsundere. Elle va pas trop admettre qu'elle aime les choses et les gens, mais les autres filles, et surtout Kanon, arrivent à la percer à jour et ça donne des situations plutôt sympas où elle admet petit à petit son affection pour son entourage. D'un côté, on a la tsundere dans le déni de ses sentiments, et de l'autre, on a la kuzudere plus avare dans ses sentiments, Tomari. Tomari, elle a une sorte de côté très sérieux, et la première fois que j'ai vu ce personnage, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est de me dire qu'elle a un côté secrétaire. Elle est jamais dans l'économie de calcul et de réflexion sur le groupe. Ça la rend assez spéciale dans cette manière d'être, mais au final, elle et Margaret sont assez semblables. Elle a du mal à comprendre l'engouement autour des idoles scolaires et finit par tenter le coup pour mieux comprendre parce qu'elle veut comprendre sa sœur, Natsumi. Dans la deuxième saison, celle où on découvre Natsumi, on apprend que c'est une fille qui, pendant longtemps, croyait en le pouvoir des rêves pour l'avenir, mais a arrêté d'y croire quand elle a vu qu'aucun ne se réalisait. Pour elle, seul l'argent prévaut et c'est ça qui sert dans la vie. Sauf que Tomari, elle a pris en exemple sa grande sœur toute sa vie. Elle aussi croyait en le pouvoir des rêves. Elle a vu l'utilité de croire en ce pouvoir et a décidé de ne jurer que par l'argent elle aussi, même si dans son cas il y a plutôt un côté comptable. Donc forcément, quand elle voit que Natsumi croit à nouveau aux rêves des idoles, elle a du mal à comprendre, mais elle aussi apprend à mieux comprendre et cette fois c'est surtout Natsumi qui l'aide. Alors oui, son groupe a une influence dans tout ça, mais c'est la présence de sa grande sœur qui joue sur la situation et lui fait comprendre pourquoi Natsumi aime autant les idoles et pourquoi Tomari pourrait aimer elle aussi. C'est grâce à tout ça qu'en plus d'avoir du développement sur les nouvelles élèves, on a un peu de développement sur les 4 arrivés dans la saison précédente. On a bien entendu le développement de Natsumi dont je parlais plus tôt qui était sympa. Ça a permis de la découvrir sous une autre facette et ça me plaît parce qu'à la base quand elle apparaît, elle a un côté plutôt humoristique de personnage un peu drôle, toujours à fond sur la thune. Mais au final, son arc avec Tomari lui donne un peu plus de profondeur et on sent que le personnage a plusieurs facettes. Et en plus de Natsumi, les filles de son âge ont droit à leur moment pour briller. Parce qu'au final, dans la première saison où elles sont apparues, on se concentrait non seulement sur leur arrivée dans le groupe, mais aussi sur leur progrès collectif. Là, on est un peu plus centré sur de l'individuel, même si en vrai, avec Mei et Shiki, on est plutôt sur un duo. Je dois l'avouer que je suis un peu sceptique sur ce plan-là. J'avoue que j'aurais bien aimé qu'elles soient développées chacune de leur côté, parce qu'au final, Mei finit par être un peu plus secondaire. Mais en vrai, je m'en plains pas. Shiki, c'est ma préférée de Soulier là, et j'étais content de la voir avec ce développement. Voir Shizusato lui proposer d'être au centre le temps d'une chanson et voir comment elle angoisse à cette idée est assez intéressant. Le duo qu'elle et Mei forment est toujours attachant. On sent que ça repose sur des clichés de fiction faits et refaits avec le personnage calme et timide aux cheveux bleus et le personnage énergique et explosif aux cheveux roses. Mais je sais pas pourquoi, il y a un truc qui me fait que ça marche avec Mei et Shiki. Peut-être le fait que ce trope utilise habituellement des personnages rivaux ou ennemis, alors que là, elles sont amies et que toutes ces expériences ont renforcé leur lien. Bon, bien évidemment, c'est Love Live, faut pas déconner, mais même si elles ont l'air hyper lesbiennes, ensemble, elles le sont pas parce qu'il faudrait quand même pas qu'une grosse licence d'idol avec des filles vraiment très proches soit plus que 2 amis. Bref, j'ai pas fini de parler des élèves de première. En effet, il nous reste Kinako et on va pas se mentir, j'ai longtemps cru que j'aurais pas grand chose à dire sur elle. C'est la plus effacée de ce quatuor et même si au début elle a un
peu un moment pour elle, le temps que les autres filles de première arrivent, elle finit par être assez mise de côté par rapport aux 3 autres filles. Je me demande un peu si la couleur de cheveux jouerait pas sur ça. Kinako, elle a une couleur de cheveux assez normale et naturelle, alors que pour les autres, on est sur du bleu, du rouge et du blond avec des pointes roses. Bref, une petite meuf aux cheveux châtains qui passe facilement inaperçue. Surtout qu'il faut attendre le 9e épisode de la saison 3 pour que Kinako ait enfin un moment pour elle. J'ai limite cru que la série l'avait oublié. Et pour Kinako, il faut aussi que je parle de Ren. Ren, c'est le perso que j'aime le moins dans l'ILA. De base, c'est la présidente du conseil des élèves et exactement comme dans Love Live et Love Live Sunshine, elle est anti-idol parce que ça entacherait la réputation de l'école, mais on découvre la vérité sur elle et qu'en fait elle est gentille et juste triste. C'était cet aspect répétitif qui m'avait fait ne pas l'aimer. Difficile de s'attacher à un personnage quand on la voit tellement peu écrite qu'elle en finit par être détestable. Et au final, la saison 2 aidait pas vraiment. Ren avait un épisode où elle devenait addict aux jeux vidéo et qu'elle assumait pas parce que ça allait pas avec l'image qu'elle se donnait. Et d'un côté, j'aime bien l'idée d'apprendre à rompre avec l'image qu'on essaie de donner aux autres. De l'autre, je sais pas comment expliquer, mais ça m'a pas passionné. Heureusement, la saison 3 rattrape tout ça. Déjà, rien qu'au tout début, on la voit faire face à Margaret et à comment être une idole. Et c'est super intéressant parce qu'on rappelle, dans les saisons précédentes, Ren, c'était celle qui, de base, était contre les idoles. Et c'est une petite évolution qui fait plaisir. Mais surtout, la saison 3, pour les élèves de terminale, elle est marquée par un élément. L'année prochaine, elle quitte tout le lycée et du coup, il faut préparer l'après Yuga, quoi. Ça passe par leurs études supérieures, mais aussi par le conseil des élèves. Une fois la présidente partie, qu'est-ce qu'il va devenir ? C'est là que Ren pense à Kinako pour prendre la relève et ça nous donne un épisode très sympa. Kinako, elle se sent pas en capacité d'assurer un poste pareil, elle se dit qu'elle n'est pas légitime. Mais petit à petit, elle comprend qu'elle a totalement sa place et ça nous donne une chanson bien sympa où elle aussi se retrouve au centre le temps d'un morceau. Et puisqu'on a parlé de Ren, on peut parler des 5 membres originels. Bon, en dehors de cet épisode de plaçage de flambeau très cool, Ren n'a pas forcément énormément de développement. Pareil pour Sumire et Shizato. Au final, elles sont assez secondaires. D'habitude, quand on a des épisodes centrés sur Koke, Sumire prend pas mal de place, mais là, c'était pas le cas. Si on doit parler de Love Live Superstar et de comment les premières membres brillent, on doit surtout parler de Kanon et Koke. Je parlais un peu plus tôt de Kanon avec son lien avec Margaret. Dans son cas, on est vraiment sur une idée de perçage de flambeau aussi. Un peu comme Kinako avec Ren, mais ça dure toute la saison. Il y a un truc qui m'a vraiment frappé avec cette saison, c'est à quel point Kanon a changé. Dans la première saison, elle était toute timide, se laissait porter par les événements et avait à peine la place pour exprimer son désaccord quand une situation lui était imposée. Là, elle a beaucoup plus d'assurance et on va pas se mentir, ça l'a fait un peu ressembler à une Onoka ou une Chika dans sa manière d'être pas toujours très futée. Mais au final, l'idée me plaît bien. J'aime beaucoup cette relation qu'elle a avec les 2 filles plus jeunes. C'est l'aînée qui les guide dans son univers avant de elle aussi partir et laisser derrière elle un héritage majeur qui est celui de Liela. Elle grandit en même temps que ses cadettes et même si c'est un peu plus secondaire, on la voit quand même avoir quelques difficultés quand elle arrive à Vienne. Arriver dans une grande ville qu'on connaît pas et être seule, ça a quelque chose de terrifiant, mais Kanon est déterminée à réaliser son rêve. Bah tiens, en parlant de réaliser son rêve, je pense que le personnage qui incarne le mieux cette idée dans la 3e saison, c'est Koke. Pour rappel, Koke, c'est la fan d'idol du groupe, au point qu'elle a décidé de quitter la Chine et d'étudier au Japon pour en devenir une. Sauf que très tôt dans la série, en pleine saison 1, on apprend que cette présence est sous condition. Si elle ne réussit pas le Love Live, elle devra rentrer en Chine. Dans la première saison, c'est un échec, mais sa famille lui laisse une 2e chance. Dans la 2e saison, c'est une réussite. Et dans la 3e saison, alors qu'elle approche du concours, il y a une question qui se pose. Qu'est-ce qu'elle va faire après ? Parce que désormais, elle pourra plus être une idole scolaire puisqu'elle a fini le lycée. Du coup, elle doit rentrer en Chine. Sauf qu'elle le sent, elle a encore beaucoup à accomplir. Et elle veut rester au Japon et continuer à être une idole. Ça nous donne 2 épisodes où les filles vont jusqu'en Chine pour essayer de convaincre les parents de Koke de la laisser au Japon, parce que c'est là qu'elle s'épanouit le plus. Et ce sont 2 épisodes très sympas, parce qu'on voit à quel point elle s'affirme et a envie de se battre jusqu'au bout pour son rêve. Un autre détail que j'aime bien, c'est que c'est Kanon qui l'encourage dans ses moments de doute. Alors d'un côté, je trouvais dommage que ce soit pas Sumire, parce que depuis le début de la série, dès qu'il y a un épisode centré sur le départ en Chine de Koke, c'est elle qui se retrouve mêlée à tout ça. Mais d'un autre côté, avoir Kanon qui prend ce rôle, ça fait sens. C'est avec elle qu'elles ont fondé Liela. Et les voir se soutenir et s'encourager pour ce concert si important, c'est super important. Elles ont tant accompli ensemble et vont continuer à tant accomplir ensemble. Il y a aussi un petit détail qui me plaît bien sur l'arc final de Koke. En fait, elle a 2 chansons. Il y a celle avec le groupe où elles sont toutes ensemble et il y a un solo, et dans ce solo, elle chante en chinois. Non, parce que c'est un truc que j'ai pas mal remarqué dans Love Live avec les personnages non japonais. On en a pas mal de base. Dans la première série, on a Ellie qui, de souvenir, a des origines russes. Dans la 2e, on a Marie qui est américaine. Dans la 3e, on a Emma qui est suisse, Lanze qui est chinoise et Mia qui est américaine. Et enfin, on a Koke qui est chinoise
et Margaret qui est autrichienne dans la dernière série. Et encore, j'aime bien le fait que les personnages ne soient pas définis par leurs propres origines, mais ces origines n'ont de l'importance que dans le cas de Keke ou de Margaret. Dans les autres séries, c'est limite si ces origines n'existent pas. Bon, dans le cas des deux américaines, on les entend chanter en anglais, mais dans le cas des autres, c'est assez secondaire. On n'a jamais entendu Ellie dire autre chose que Aracho en russe. Emma, elle a juste son buono et le nom de sa chanson, La Bella Patria. Lanzhou chante plusieurs fois en chinois, mais c'est jamais une chanson complète comme on peut l'avoir avec Keke dans la dernière saison. Et c'est un truc que je trouve dommage, d'autant plus que dans les chansons de groupe, tout ça s'efface vachement. Même Mia, qui chante qu'en anglais dans ses solos, finit par chanter en japonais. Et les autres, on les entend jamais dire des mots dans leur langue natale. C'est assez dommage, parce qu'au final, on se demande à quoi ça sert d'avoir mis ses origines dans la série si c'est pour rien en faire. Bon, ok, pour Ellie, elle est en partie russe du côté de sa grand-mère, mais pour les autres, c'est vraiment sous-exploité. Bah tiens, je parle de Love Live Superstar saison 3 et j'ai même pas encore parlé des chansons. C'est l'occasion de le faire. Les chansons de cette saison, on va pas se mentir, c'est un peu tout ou rien. Parlons d'abord du positif parce qu'il y en a. Et ce positif, cette chanson que je considère comme la meilleure de la saison, c'est Dazzling Game. Remise en contexte. À ce moment-là, le groupe d'idoles de Kanon, Tomari et Margaret affronte Liela pour savoir qui ira au Love Live. En effet, elles sont deux groupes d'idoles scolaires et le lycée ne peut qu'envoyer qu'un seul groupe au concours. Du coup, c'est au groupe de s'affronter sur scène et aux autres lycéennes de Yuigaoka de voter pour qui ira au Love Live. Et ça donne Dazzling Game. Une chanson où chaque personnage a un solo, comme pour s'affronter dans les couplets. Une chanson où un groupe a des costumes bleus, l'autre a des costumes rouges. Tout ça pour qu'à la fin, les filles changent leurs costumes sur scène, dévoilent les costumes violets et chantent tous ensemble. Le verdict est sans appel pour les lycéennes. Elles veulent que les deux groupes n'en forment plus qu'un seul et que tout le groupe parte au Love Live ensemble. Chose que chaque groupe veut. Et voilà qu'on a lié là au complet. Et bon, je suis super faible quand il s'agit de changements rapides de tenue sur scène, mais en plus de ça, la chanson est incroyable, vraiment. C'est clairement la meilleure de la saison, pour ne pas dire la meilleure des 3 saisons. Elle est pas loin de fanfiction dans mon cœur. Mais malheureusement, on peut pas en dire autant pour la dernière chanson de la série, par contre. Le contexte, il est différent ici. Kanon, Keke, Shizato, Sumire et Ren quittent le lycée et chantent une chanson de revoir aux autres membres de Liela, et c'est une chanson qu'elles ont déjà chantée. Alors oui, je sais, Hajimari wa Kimi no Sora, elle est très appréciée des fans, et ça fait sens qu'elle soit en train de la chanter. Mais je peux pas m'empêcher de me dire que c'est très paresseux de ne pas avoir proposé une chanson finale originale avec L5. On n'a pas eu de chanson des membres originales depuis début saison 2. Ça aurait été l'occasion de proposer quelque chose de nouveau et quelque chose de marquant pour une chanson d'adieu. Parce qu'à l'heure actuelle, on sait toujours pas si Love Live Superstar a une suite en film ou une nouvelle saison, et cette scène, c'est parti pour être la dernière de la série. Je peux pas m'empêcher de me dire qu'on aurait mérité une chanson marquante comme l'ont été Bokutachi wa Hitotsu no Ikari pour Muse ou Over the Next Rainbow pour Aqua. Et c'est aussi dans cette saison que j'ai remarqué quelque chose qui me bloque pas mal avec Love Live. Dans la saison précédente, Margaret avait un style musical très marqué. Dès la première chanson en groupe, elle perd totalement ce style. Et autant je comprends l'idée de lui faire changer ce style parce qu'il était marqué par son arrogance, mais le faire disparaître totalement, ça me plaît pas des masses. Et c'est quelque chose qui me dérange pas mal sur Love Live. À partir du moment où les personnages sont en groupe, elles perdent de l'individualité de leur solo. J'en parlais plutôt avec les personnages expatriés au Japon, mais au final, on les entend jamais chanter dans leur propre langue. Lange, on l'entend jamais chanter en chinois quand c'est en groupe. Emma, pareil, on l'entend jamais prononcer un mot de sa langue natale. Au moins, on a Mia, où c'est un peu plus marqué, mais dans le cas de Keke, on l'entend jamais chanter en chinois. C'est pour ça que ça m'avait surpris de l'entendre dans son solo. Sans parler de la seule référence aux origines de Margaret, qui n'est autre que la sœur de Kanon qui fait un gâteau. Et c'est vraiment dommage, parce qu'au final, on perd de ces styles un peu originaux pour en faire quelque chose de très générique et typique de Love Live. Je pense que c'est pour ça que les sous-groupes sont très appréciés. Dans le cas de Guilty Kiss, le groupe de Marie, Yohane et Rico dans Love Live Sunshine, on retrouve vraiment ce côté hard rock qui va bien avec les filles. Et ce manque de personnages bien marqués dans les chansons de groupe, il va aussi avec un problème que j'ai de plus en plus sur les générations les plus récentes. J'ai énormément de mal à distinguer les voix des personnages. Genre là, dans ma playlist, j'ai pas mal de chansons de Love Live, notamment du 5e groupe, Asuno Sora, dont j'ai pas encore vu la série. Ça m'arrive de lancer ma playlist en aléatoire, de tomber sur une chanson que je connais pas bien et de me dire « Ah, c'est du Asuno Sora, ça !» Sauf qu'au final, pas tout le temps. Ça arrive souvent que j'ai du Liela qui se glisse là-dedans, et c'est parce qu'il y a la voix de Kanon qui est là que je reconnais qui chante. C'est assez frustrant, et j'ai vraiment cette sensation que toutes ces voix uniques se fondent en une seule, et qu'on ne cherche pas à les distinguer. La voix de Margaret se fond vachement dans les chansons de groupe, alors qu'elle était marquante et bien distinguable dans les solos. Bref, un petit coup manqué et j'espère que les choses vont s'arranger pour les prochaines générations. Je sais que Nijigasaki est pas encore terminé, on attend encore la sortie des films à l'avenir sur les sites de streaming. J'ai aussi Asuno Sora que j'ai pas encore commencé et il y a un projet Love Live qui va être annoncé par la suite, on sait juste que ça s'appelle Bluebird à l'heure actuelle. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. Toujours un plaisir pour moi de parler Love Live, des fois j'ai l'impression que je reviens dessus tous les ans. J'espère que ça vous a plu en tout cas. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner et me suivre sur les réseaux sociaux pour me donner votre avis sur ce que vous venez de voir. À d'en discuter avec vous. À tout bientôt pour une prochaine vidéo.